Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission YouTube traitant d'histoire de l'art, de culture et de beaux-arts sur fond d'analyse. Ferme ta gueule, sale enfoiré, boutonneux à la coupe de cheveux peu recommandable. Moi c'est Marcelo et aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que c'est vraiment que de l'art dans cette émission YouTube nommée Radiohead. Et pour commencer cet épisode pilote, nous allons commencer par un sujet bien putaclic des familles, comme il faut, la Joconde de Léonard de Vinci tout simplement. Et pour bien enfoncer la tête d'un rasta dans la bouse de merde bien fumante, et ben moi, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez enfin la réponse à l'énigme du sourire si mystérieux de Mona Lisa. Mais avant ça, générique maestro! Alors la première chose à dire, c'est que la Joconde, c'est une œuvre qui pèse dans le game. En effet, c'est une petite huile sur bois qui attire tous les jours à peu près 15 000 chalands de toutes origines dans le musée du Louvre. Il s'agit d'un portrait d'une bonasse débuté en 1503 et qui a suivi Léonard jusqu'à sa mort dans le château de Clos-Lucé à Amboise, en France. Ce qui explique en partie sa présence dans les collections du Louvre. Et je suis sûr que dans votre entourage, vous avez déjà entendu un petit con dire « Oh oui, mais en fait, la Joconde, c'est une petite œuvre, elle est toute petite, puis il y a plein de gens qui sont autour, et puis c'est juste un portrait, quoi, c'est vraiment pas terrible, et puis en face, il y a les noces de Cana, tu sais, le pâtre Cana. » Alors déjà, tu fermes ta gueule. Tu vas voir un cap-vert parce que t'as vraiment une coupe de merde. Et puis deuxièmement, le tableau, le Joconde, c'est pas un petit tableau de merde, c'est un tableau qui pèse dans le game. Alors, c'est vrai, il est pas bien présenté, ok, il y a un rayon de sécurité de 4 mètres qui l'entoure, il y a toujours plein de monde devant qui font chier, et puis c'est un tout petit tableau. Mais la Joconde, c'est une putain d'œuvre qui fascine encore aujourd'hui, qui continuera à fasciner encore pendant très longtemps. Parce que la Joconde, c'est un putain de chef-d'œuvre. Et je vais te le montrer. La Joconde, c'est pas un petit portrait pépouse fait entre deux apéros et une touchette dans un bain florentin. Non, que ce soit par le cadrage qui représente la jeune femme assise jusqu'à la taille avec ses gros nichons, ou la composition qui défonce à coups de décapsuleur le putain de parapet qui encombre la plupart des portraits de l'époque, Leonardo atomise les codes du portrait peint pour créer une plus forte intimité avec Mona Lisa et que le public ait l'impression qu'elle lui fout les pieds dans la gueule, comme Chuck Norris. Cette présence est renforcée grâce au sfumato, spécialité du maître qui consiste à flouter les contours des figures et à faire disparaître le coup de pinceau afin de donner une impression de vie à la jeune femme. Et là tu vas me dire ouais mais le sfumato j'en ai déjà entendu parler avant, ça sert pas à grand chose. Putain que si, ça sert à quelque chose. Tu veux un exemple? Bon je te montre ça. Voici le portrait de Maddalena Doni, peint par Raphaël peu de temps après la Joconde. Et puis généralement on dit que Raphaël s'est inspiré de la Joconde et a repris la formule de De Vinci pour peindre cette peinture. Je vous laisse quelques temps pour faire la comparaison entre les deux œuvres pour comprendre ce qui cloche. Oui, je pense que vous avez remarqué, oui. Ce portrait est une grosse merde, c'est une grosse merde. La nana est moche, elle a l'air stupide, chiante, sentir mauvais, elle n'a aucune présence, elle a l'air con, tandis que la Mona Lisa de Vinci ne vieillit pas après plus de 5 siècles de vie, elle est tout le temps aussi bonne, nom de Dieu, quoi. Ça me prouve vraiment, et on parle pas de n'importe qui, quoi, c'est Raphaël, c'est motherfucking Raphaël, mais comment t'as pu nous pondre une telle merde, putain. Alors, le bilan de tout ça, c'est que la Joconde, c'est un putain de chef-d'œuvre et qu'on peut pas facilement la dépasser. Voilà, et quand on essaye, on se ramasse. Comme un poster Playboy accroché dans une chambre d'étudiante insalubre, la Mona Lisa, avec son regard insistant et la proximité nouvelle que lui a insufflé le maître italien, a fait partir bon nombre d'hommes et de femmes qui se respectent en sucette. Et oui, je vais pas vous le cacher, la Joconde est un des plus grands sujets de masturbation intellectuelle depuis plus de 5 siècles, et ça se comprend. Un des principaux mystères qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'identité de madame. Alors, le Louvre, il dit, voilà, c'est Lisa Gherardini, je vous lis le site, hein, c'est Lisa Gherardini, ouais, c'est probablement l'épouse de Francesco del Giocondi, d'où le nom de l'œuvre. C'est un bonhomme qui aurait a priori commandé ce portrait de sa jeune épouse, qui avait 23-24 ans et qui venait de lui donner un second fils. Mais en même temps, il y avait leur premier fils qui venait de mourir, enfin voilà, voilou,
Ça, c'est les théories officielles, mais ça, tout le monde s'en branle. Ce qui compte, c'est les théories de fans complètement cons. Donc, je vais vous faire un top 5 à la Didi Chandayou. Numéro 1. Alors, ça serait une courtisane de Julien de Médicis. En gros, ça serait une grosse pute. Numéro 2. Il pourrait s'agir de l'évocation idéalisée de la mère de l'artiste. C'est-à-dire, en gros, il a pas sa mère. Voilà, c'est très freudien, tout ça. Numéro 3, il s'agirait du portrait féminisé de Salaï, l'élève confident du peintre. Numéro 4, allons-y, poussons mémé dans les orties, il pourrait s'agir de l'autoportrait de Léonard de Vinci himself, travesti pour l'occasion. T'es mignonne, toi. Et enfin, ma petite préférée, numéro 5, la Joconde serait chinoise. Je vous laisse du temps pour vous remettre de cette révélation. Oui, c'est complètement con, hein. Alors, le mec qui a inventé cette merde, il s'appelle Angelo Paratico, c'est un romancier, historien, entre guillemets, italien, basé à Hong Kong, et c'est une théorie qui a fait vibrer les internets ces derniers jours. C'est l'histoire du père de Léonard. Le père de Léonard était tranquillement en train de faire son travail de notaire quand soudain un homme rentre. Cet homme était accompagné d'une jeune esclave. Elle s'appelait Caterina. À cette époque, de nombreux esclaves étaient asiatiques, et Caterina avait les yeux bridés d'une belle petite chinoise. Entre eux naquit un amour impossible. Et malgré tout, leur effusion et leur sang se chauffa, et leurs corps se rencontrèrent au milieu de la sueur et de l'amour. De leur amour naquit Léonard, qui plus tard se rappellera de sa mère, sa jeune mère chinoise. C'est pour cette raison que Léonard écrit de la main gauche. Ou encore qu'il est végétarien et qu'il mange des laitures et 5 fruits et légumes chaque jour, ce qui est extrêmement rare en Occident à l'époque. Bon, je vais pas vous le cacher, hein, je trouve cette théorie complètement conne et pour moi c'est juste un vieux troll des familles. Pourtant, je trouve que tout n'est pas acheté là-dedans. Par exemple, voilà, Paratico, il compare le paysage vaporeux qui se trouve en fond à celui d'une peinture chinoise. Et c'est pas complètement con, hein, on va pas se le cacher. Léonard de Vinci considérait la peinture comme cosa mentale, c'est-à-dire chose de l'esprit. Et cette définition s'applique bien à la tradition de ces petits gnaquets chinois là, notamment celle des peintres lettrés qui sévissaient autour du Xe siècle. En effet, leurs paysages réalisés à l'encre sur rouleau sont plus souvent le reflet de l'esprit de celui qui les a réalisés que la reproduction exacte de la réalité qui les entoure. S'il existe une ressemblance entre les paysages de Vinci et ceux de la peinture chinoise, c'est parce que ces derniers sont produits avec des intentions similaires. En effet, ces œuvres issues de longues méditations invitent le spectateur au calme, à la contemplation, à la réflexion, à l'imagination. La peinture est chose mentale, c'est-à-dire qu'un tableau, c'est juste un amas de pauvres pigments de merde qui sont accrochés à une toile. Ce n'est que notre esprit qui nous joue un tour, qui leur donne forme et nous fait voir ce qu'il veut. Savoir qui est la Joconde, pourquoi elle a un sourire, qu'est-ce que bien fout ici ce putain de pont, et quelle est la bonne théorie qui dit vrai, ça j'en ai rien à foutre. Déjà parce que le travail de Vinci est si riche que lui imposer une réponse ne ferait que l'appauvrir, mais aussi et surtout parce qu'il devrait y avoir autant de réponses, de théories et d'interprétations qu'il n'y a de spectateurs. C'est beau ce que je viens de dire. C'est le regardeur qui fait l'œuvre. Par son aura mystérieuse et l'infinité d'interprétations que l'on peut en faire, la Joconde est sans doute le meilleur exemple pour illustrer cette phrase de Marcel Duchamp. Parce que, lorsque vous êtes seul face à la Joconde, il n'y a que vous qui puissiez dire ce que vous avez ressenti. Parce que lorsque vous êtes seul face à la Joconde, personne ne peut vous dicter ce que vous allez penser et imaginer. Parce que lorsque vous êtes seul face à la Joconde, vous avez droit à un rendez-vous intime Avec Mona Lisa. Voilà donc, c'était la fin du premier épisode de Ready Made, alors j'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai pas trop défoncé les oreilles, n'est-ce pas? Et puis que j'ai pas non plus trop raconté de merde, et puis j'espère qu'on va se retrouver la prochaine fois. Moi je vous dis à bientôt, cultivez-vous, faites-vous plaisir et musclez-vous. À la prochaine. Ouais, mais là, en début de vidéo, tu nous avais dit que tu nous dirais pourquoi est-ce que la Mona Lisa, elle sourit.
Ben oui, tu as bien raison, j'ai pas répondu à cette question. Et je vais te la dire tout de suite, petit. Si t'étais pas allé chez le coiffeur au lieu de regarder ma vidéo, eh ben tu saurais pourquoi est-ce qu'elle sourit, putain de merde.